toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Très contente de vous retrouver pour cette nouvelle émission dont voici le programme. On va démarrer d'abord par notre focus au travers de ces vidéos. Il vulgarise la cybersécurité pour tous, du danger du Wi-Fi public aux précautions aussi à prendre pour se prémunir des virus informatiques. Micode aborde de nombreux sujets sur sa chaîne YouTube et on en parle dans un instant. Et puis notre sujet du jour aussi, chaque jour évidemment, vous le savez, les enfants passent plusieurs heures devant les écrans, créant souvent des débats, des tensions aussi au sein des familles. Comment en est-on arrivé là et surtout comment en sortir? Bah oui, c'est important, on décrypte les usages, les risques aussi et puis les solutions pour réconcilier numérique et apprentissage. Et parmi ces solutions, on vous présente aujourd'hui Mister Arthur avec son fondateur et CEO. Bonjour Grégoire Thomas. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. On va parler de ce que vous faites, on va parler de ce sujet effectivement qui concerne à peu près toutes les familles, des écrans et du numérique. On en parle dans un instant, juste après le focus. Chercher, comprendre, expliquer ou encore simplifier, voilà ce à quoi ressemble la chaîne YouTube de Michael de Marliave, plus connu sous le nom de Micode. Et cet addict de la technologie, vous allez le voir, est notre focus du jour, présenté aujourd'hui par Jean Martineau. Il y a 2 mois, on a décidé de lancer une immense expérience statistique en envoyant plus de 10 000 CV à des recruteurs. L'objectif, répondre à 4 questions qu'on s'est tous déjà posées. Est-ce que c'est grave de ne pas avoir une orthographe irréprochable? Est-ce que sur sa photo, il vaut mieux être souriant ou plutôt sérieux? À quel point le fait d'avoir fait une grande école va vraiment augmenter les chances de passer la première sélection? Il traite principalement d'informatique, de cybersécurité et plus généralement des enjeux du numérique. Micode est une star d'Internet qui parle d'Internet. Véritable geek, il se passionne très tôt pour la programmation et le développement informatique. Il se lance sur YouTube en 2017, il est alors en première année d'IUT. Offrant un contenu de vulgarisateur du numérique, il fait face à une concurrence quasi nulle dans le domaine et dès le lancement de sa chaîne, il pulvérise les compteurs. Ah ouais, bah clairement, je l'ai lancé en janvier et en avril, effectivement, on était à 200 000. Et je me souviens d'un seul week-end, par exemple, où on a pris 30 000 abonnés. Les abonnés augmentent à une vitesse grand V et sa chaîne YouTube devient incontournable. L'ascension est telle qu'un an après son lancement, la chaîne de Michael est référencée dans une publication du ministère français de la Culture, inventoriant les chaînes YouTube culturelles et scientifiques adaptées à un usage éducatif. Si vous avez eu des parents prudents, ils vous ont peut-être dit qu'il ne fallait jamais, au grand jamais, écrire son nom de famille sur Internet. Et effectivement, ça sonne comme une bonne idée. Si votre futur recruteur tape votre nom dans Google et vous voit arraché à votre asso étudiante ou tombe sur les posts gênants que vous faisiez au collège, c'est pas terrible. Vous pouvez toujours tenter de les faire supprimer. Mais comme on dit, Internet n'oublie jamais. Il y a tellement d'outils pour retrouver des contenus censés avoir disparu qu'il est plutôt prudent de prendre un maximum de précautions. Notamment, dès que possible, utiliser un pseudo ou au moins des initiales à la place de son nom de famille. Et effectivement, c'était une bonne idée. À une certaine époque d'Internet, à un certain stade de la technologie. Ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo, c'est que depuis relativement récemment, c'est devenu parfaitement inutile. Et que s'il reste quelques photos, dossiers de vous sur Internet, vous avez du souci à vous faire. Sans prétention de vouloir former qui que ce soit, mais simplement en voulant éveiller la curiosité et en apprenant quelque chose, Micode a su parler à son public. Il évoque de petites choses que peu de gens savent et pour lesquelles ils n'ont pas de temps à perdre, mais lui, si. Et nous, on se dit à très bientôt. Allez, autre chose maintenant, c'est notre sujet du jour. Les écrans font partie de leur vie, mais comment aider les enfants à en faire des alliés plutôt que des ennemis? Parce qu'entre fatigue parentale, on va se l'avouer, conflits familiaux, tentation aussi du tout numérique, il est grand temps d'explorer les approches nouvelles, plus positives aussi quand elles existent. Et justement, on va vous parler aujourd'hui d'éducation, de responsabilité et puis de nouvelles idées pour passer du scrolling passif en apprentissage actif. Oui, ça existe et c'est au programme de notre première partie du talk. Au programme de notre émission avec Grégoire Thomas, justement. Grégoire, je rappelle que vous êtes le fondateur et le CEO de Mister Arthur. Alors, Mister Arthur, vous allez la présenter bien mieux que moi, un outil effectivement pour passer du numérique un petit peu addictif et notamment l'utilisation des réseaux sociaux de nos enfants à un numérique beaucoup plus actif et surtout au service de l'éducation. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer Mister Arthur et surtout, qu'est-ce que ça fait ? Alors j'ai eu des enfants il y a quelques années et j'ai passé beaucoup de temps dans les salles d'attente chez le pédiatre, comme beaucoup de parents. Et j'ai vu des enfants scotchés à des tablettes ou à leur téléphone, même à des téléphones même très jeunes, à des enfants de 4, 5, 6, 7, 8 ans.
Et essentiellement, ils passaient du temps sur des contenus type des shorts, des jeux vidéo addictifs. Et donc, j'ai commencé à creuser le sujet. Et je me suis rendu compte que la situation était assez préoccupante, non seulement en termes de temps passé, mais aussi par rapport à la qualité des contenus qui sont consommés par les enfants. Donc j'ai interrogé 350 familles et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de Mister Arthur, donc une application qui est positive et éducative. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? Alors concrètement, le principe c'est que ça reste quand même une application de contrôle parental. D'accord. Donc les parents vont fixer une limite de temps d'écran total quotidienne, mais dans ce temps d'écran, il y a un temps éducatif qui est obligatoire. Donc par exemple, ils vont fixer une limite de 2 heures de temps d'écran, dont 1 heure de temps éducatif que l'enfant va devoir réaliser, soit sur des applications éducatives comme Duolingo, soit avec notre prof virtuel qui s'appelle Arthur et qui les aide à réviser, à apprendre des choses. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le contrôle parental classique, il est plutôt voué à l'échec, c'est le constat que vous avez fait. Oui, en fait, il a toujours été en échec. C'est des solutions qui sont uniquement basées sur la restriction et qui n'ont aucun égard en fait pour la qualité du contenu qui est consommé. Donc les conséquences en fait, c'est qu'il y a des négociations entre les parents et les enfants qui sont incessantes. Il y a 7 parents sur 10 qui avouent se disputer tous les jours à cause du temps d'écran. Ouais. Donc c'est toujours je veux plus, je veux plus. Et nous, on a décidé de gamifier le contrôle parental et d'essayer de le rendre le plus acceptable en fait pour l'enfant, tout en introduisant vraiment une logique éducative. Parce que on passe du temps sur les écrans, toute notre vie, on va passer du temps sur les écrans. Et l'objectif, c'est d'avoir une maîtrise en fait de ce qu'on consomme et des contenus qu'on consomme. On se dit que c'est une idée absolument géniale qui pourrait être intégrée sur les appareils iOS, Android, sur les tablettes aussi des jeunes, etc. Est-ce que vous n'avez pas peur justement qu'on vous prenne l'idée quelque part, que les grands constructeurs puissent s'inspirer de ce que vous faites? C'est la première question que je me suis posée avant de lancer le projet. Et en fait, en faisant une analyse du positionnement en fait, de ces constructeurs, en fait, ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont un devoir quand même d'impartialité par rapport à tous les créateurs d'applications. Donc, ils ont des stores. Et eux, en fait, leur objectif, c'est de maximiser en fait, le temps passé sur les écrans parce qu'ils génèrent des revenus publicitaires et ils génèrent des revenus avec tous ces éditeurs d'applications. Ouais. Donc, ils peuvent difficilement mettre en avant du contenu intelligent par rapport à du contenu addictif type casual gaming ou réseaux sociaux. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est pas tellement le temps passé devant les écrans, mais plutôt la qualité du contenu auquel les enfants sont exposés. Absolument. Après, il y a un sujet de santé publique, de santé mentale. Quoi qu'il arrive, je pense que passer 5, 6, 7 heures sur un écran quand on a 13-14 ans, c'est pas bon. Même si c'est sur du contenu intelligent, ça reste quand même beaucoup d'heures. Et aujourd'hui, les chiffres qu'on a, c'est plus de 4h30 par jour entre 8 et 12 ans, près de 7 heures entre 12 et 18 ans. Ce qui veut dire qu'en fait, quand votre enfant a 18 ans, il a passé entre 2 et 4 ans sur des écrans. Tout à fait. Donc il y a un sujet de temps d'écran, mais il y a essentiellement un sujet de qualité de contenu. Parce qu'on ne va pas se couper du monde numérique. On vit dans un monde technologique. Et l'intelligence artificielle a fait une arrivée fracassante dans notre quotidien. Et on ne va pas passer moins de temps sur les écrans. Non. Comment vous l'utilisez, l'intelligence artificielle, si vous l'utilisez chez Mister Arthur? Alors oui, on l'utilise en fait à 2 niveaux. Un niveau qui est purement technique, qui est qu'on a une intelligence artificielle qui permet de catégoriser le contenu, tous les contenus, les applications et les sites web. Et c'est comme ça qu'on fait la différence entre des jeux vidéo, des réseaux sociaux ou du contenu éducatif. Donc ça, c'est des algorithmes qu'on a développés pour pouvoir catégoriser au plus juste les contenus qui sont consommés. Et ensuite, on a un deuxième niveau d'intégration de l'intelligence artificielle qui est purement éducatif, qui est qu'on a développé en fait un professeur virtuel. Donc, il faut imaginer un prof, un chat, en fait, une conversation
avec un prof virtuel qui ne fait que parler d'éducation. On ne peut pas parler de football avec lui. Hein. D'accord. Et le but, c'est d'encourager les enfants à apprendre des choses, des phénomènes scientifiques, des faits historiques, ou carrément à réviser leurs leçons. Ils peuvent prendre en photo leurs leçons et notre prof virtuel, Arthur, va leur faire des quiz et va les aider à apprendre, retenir les points clés, etc. C'est un prof multimatière, quelque part comme un prof particulier, mais virtuel. Absolument, on voit des enfants qui font des langues, des maths, de l'histoire, du français même. On voit toutes sortes d'usages et c'est parfaitement... il est très polyvalent. Alors, ils sont nombreux, malgré tout, les acteurs dans le monde de la EdTech, dans ce marché-là, à se lancer sur le monde du soutien scolaire, en y mettant une dose d'intelligence artificielle, en proposant effectivement un professeur particulier virtuel. Est-ce que vous n'avez pas peur, peut-être, de vous perdre un petit peu dans ce monde-là, qui est quand même très concurrentiel ? Non, parce qu'en fait, nous, notre valeur ajoutée, c'est d'offrir en fait un écosystème gamifié. Donc, ce qui fait notre différence, parce que je pense qu'on est à peu près tous équivalents en termes de qualité de contenu éducatif sur tous ces profs virtuels. Et nous, ce qui fait la différence, c'est qu'en fait, l'enfant, c'est comme ça en fait qu'il va débloquer du temps de divertissement pour s'amuser une fois qu'il a fait ses devoirs, par exemple. Donc, c'est là où nous, on a une valeur ajoutée que les autres n'ont pas. Eux, en fait, ils sont en concurrence. Donc, c'est une bataille de l'attention. En fait, il faut voir le téléphone comme une bataille de l'attention entre Brawl Stars, Roblox, TikTok, YouTube et tous ces contenus qui sont intelligents. Et nous, on arrive à faire... En fait, on est une sorte d'arbitre et on vient détourner l'attention de toutes ces applications addictives et peu enrichissantes vers du contenu éducatif, propriétaire avec notre prof virtuel, mais aussi d'autres contenus éducatifs. On met en avant des applications éducatives qu'on trouve intéressantes pour apprendre le codage, etc. Donc, ce n'est pas seulement notre contenu. Et c'est important à dire aussi, parce qu'effectivement, l'éducation, ils sont nombreux aussi, ces acteurs-là, dans le marché EdTech, à proposer des contenus qui souvent ont été vérifiés par des enseignants, par des chercheurs, Absolument. Etc., et qui, eux aussi, militent pour un numérique intelligent, un numérique qui vient aider les enfants et les sortir justement du numérique addictif et du scrolling dont vous parlez d'ailleurs très bien dans la présentation de votre projet. Vous nous en avez parlé là à l'instant, il y a des missions éducatives, c'est-à-dire que pour débloquer du temps d'écran intelligent, comment ça fonctionne concrètement pour les parents qui nous regardent ? Ouais, c'est dynamique, parce qu'on s'est rendu compte en fait que demander à l'enfant de faire 1 heure d'affilée de temps éducatif, c'était compliqué. Donc on a essayé d'avoir une mécanique qui soit plutôt en mode micro-learning, parce que ça fonctionne très bien d'ailleurs en matière d'apprentissage. Donc c'est des missions de minimum 5 minutes. Mais évidemment, l'enfant, quand il est embarqué dans une aventure éducative qui lui plaît, il peut passer 20-25 minutes. Mais en tout cas, toutes les 5 minutes, il va débloquer un petit peu de son temps d'écran de divertissement. Il y a un avantage aussi, c'est que souvent, les enfants ne se rendent pas compte du temps qui passe, notamment quand ils scrollent des shorts ou quand ils jouent à des jeux hyper casual, hyper addictifs comme Brawl Stars. Ouais. Et notre mécanique, elle permet de les couper aussi un petit peu dans ces usages qui peuvent... Parfois, ils lèvent la tête de leur écran et 2 heures s'est passé et ils ont l'impression qu'il s'est passé 10 minutes. Donc là, nous, en fait, ils vont avoir un block screen, un écran qui dit bon, là maintenant, il est temps d'apprendre un petit peu et ils vont faire un peu d'anglais, un peu de maths, un peu d'histoire et ensuite ils pourront rejouer. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas, pardon, je vous coupe, mais tant qu'ils n'ont pas utilisé ces applications intelligentes et éducatives, ils ne peuvent pas retourner à Brawl Stars, à TikTok, etc. Exactement, c'est ça. Et ben voilà, ça s'appelle Mister Arthur. On continue à en parler dans un instant, évidemment, avec vous. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est le meilleur d'Internet. Et c'est toujours Jean Martineau.
Cigarette butts are still the most littered objects in the world. 75% of them end up lost in nature, where their microplastics get into the ecosystem. This robotic solution targets butts specifically. It uses AI vision to find its prey, and then vacuums them up. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité. Aujourd'hui, Grégoire Thomas. On va continuer à parler avec vous, Grégoire, de Mister Arthur, tout de suite dans la deuxième partie du talk. On continue effectivement à parler justement de l'utilisation du numérique au sein des familles, créateur de débats, source de tension aussi, vous l'avez vécu sans doute avec vos enfants et c'est sans doute aussi à l'initiative de Mister Arthur, un déclic personnel, une frustration de parents. Alors justement, on a parlé de ce que vous faites, de votre vision aussi de l'éducation et au-delà de ça, du numérique au sein des familles. Comment ils réagissent les enfants face à cette forme de négociation intelligente vis-à-vis de leurs écrans ? Je dirais qu'il leur faut 1 à 2 jours pour voilà, bien comprendre la mécanique et commencer à réaliser que ça peut être sympa d'apprendre plutôt que de scroller des shorts. Et donc on pense qu'on a vraiment créé une application de contrôle parental que les enfants aiment. On ne s'attendait pas forcément à ça. On pensait qu'ils nous détesteraient moins que leur solution de contrôle parental classique, mais en fait, il se trouve qu'ils voilà, nous aiment vraiment bien. On a des enfants qui utilisent l'app depuis 3 ans, presque 3 ans maintenant, et qui adorent, quoi. C'est le bon compromis, en fait, pour eux. Je peux jouer et en même temps... C'est exactement le mot, en fait, quand on parle aux parents, c'est exactement le mot qu'ils utilisent. Ils parlent de bon compromis. D'accord. Et je crois que c'est ça aujourd'hui le défi pour les familles, c'est de trouver un bon compromis. C'est une sorte de contrat familial en fait. Bien sûr. Et on pense qu'on pourra aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui et accompagner toute la famille. Aujourd'hui, on accompagne les enfants et les parents sur l'usage de leurs enfants. Mais on a pour ambition d'accompagner les parents et d'en faire en fait une dynamique pour toute la famille. Le sujet, c'est aussi de montrer l'exemple. Exactement, ouais, c'est très important. Et je dirais que l'échec du contrôle parental hyper restrictif et hyper descendant, c'est vraiment ça. C'est que les parents eux-mêmes, en fait, ils sont dans le même bateau que leurs enfants. Ouais. Donc il faut avoir je pense, un positionnement qui est différent, plus au niveau de l'enfant. Évidemment, on continue à prendre des décisions quand on est parent. On doit décider de choses pour eux, mais on est tous dans le même bateau. On sait ce que c'est que de passer 3/4 d'heure sur Instagram alors qu'on pensait y passer 5 ou 10 minutes. C'est clair. C'est clair, le temps passe vite dans ces cas-là. Vous collaborez avec des experts, Grégoire, avec des experts de l'éducation, des psychologues, des chercheurs, pour avancer sur ces sujets ? Ouais, on parle beaucoup avec des experts. On lit beaucoup d'études. Du monde entier d'ailleurs, pas seulement des études françaises ou pas seulement des experts français. Et c'est important, puisque c'est des réflexions qui font
qui émergeaient en fait. C'est des questions qu'on commence simplement à se poser. Bien sûr. Et c'est vrai que l'avènement de l'intelligence artificielle va encore remettre un coup de pied dans la fourmilière. Donc il faut faire de la veille sur tous ces sujets-là. C'est très important. Vous parliez de l'étranger. Est-ce qu'il y a des pays ou un pays qui vous marque ou vous étonne dans la pédagogie ou dans la structure, en tout cas qu'il a adoptée au sujet de la structure d'encadrement qu'il a pu adopter au sujet de l'utilisation des écrans pour les enfants? Oui, le fait marquant, et c'est aussi un des déclencheurs de l'idée au départ, c'est la Chine, qui est un pays qu'on peut difficilement comparer à la France. On n'a pas exactement le même régime politique, non. Mais ils ont pris des décisions très fortes. Comme ce n'est pas une démocratie, ils ont pu imposer en fait l'application en fait de ces mesures, de ces lois de limitation des écrans aux enfants. Par exemple, en Chine, le TikTok, il est éducatif en fait pour les enfants. Donc, ils ont une version spécifique et ils ont des moyens de contrôle, notamment sur l'âge, quand on utilise des jeux vidéo, qui sont de l'ordre de l'identification bancaire. Donc, il y a un vrai KYC, comme on dit. Donc, ils ont des outils que nous, on n'aura jamais, et peut-être tant mieux d'ailleurs. Donc je pense que notre solution, elle est adaptée à un régime démocratique où on doit plutôt essayer d'accompagner, de créer des bonnes habitudes, d'accompagner l'enfant pour qu'il adopte des bonnes habitudes, le responsabiliser. Les lois, c'est bien, mais sur ce genre de sujet, c'est pas forcément très efficace. Parce que les politiques ici en France demandent des lois, on voit notamment là dans le métro parisien Instagram qui dit que toute une campagne, en tout cas sur le contrôle parental, en disant que les jeunes de moins de 15 ans ne peuvent pas forcément créer de compte sur Instagram sans l'accord parental. Oui, il y a des initiatives, qu'elles soient légales ou effectivement des gros acteurs, des gros réseaux sociaux. Mais la réalité est quand même très différente. Aujourd'hui, on voit qu'on crée un compte sur un réseau social très facilement, même si on n'est pas en âge de le faire. Et je pense... je ne suis pas contre promulguer des lois pour interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans. Dans l'idée même, sur le fond, je suis parfaitement en phase. Je ne pense pas que les enfants devraient être sur des réseaux sociaux avant 15 ans. Cela dit, je ne pense pas qu'une loi va faire une grande différence. C'est toujours possible de contourner. Les enfants sont très forts pour ça, donc il vaut mieux qu'ils adhèrent en fait à un système. Il vaut mieux les sensibiliser. Parce que la loi, je ne pense pas qu'elle va changer fondamentalement la donne. Et aussi, un phénomène qu'on voit, c'est que tout devient un réseau social. Donc, en fait, ce qu'on appelle un réseau social aujourd'hui, demain, Roblox, par exemple, c'est un jeu vidéo, mais en fait, c'est un réseau social, quoi. Ouais. Donc, c'est très difficile de le contrôler. Même pour les parents aussi, j'imagine, de comprendre à quoi jouent leurs enfants et quelle est la limite entre jeux vidéo et réseaux sociaux. Même WhatsApp, aujourd'hui, les jeunes sont sur WhatsApp pour leur groupe de communication de classe et en même temps, WhatsApp est devenu un réseau social. Exact. Et on essaye d'éduquer aussi, d'accompagner les parents sur tous ces contenus qui changent, parce qu'il y a des modes. Donc il y a des nouvelles applications qui émergent. On a l'impression que c'est sympa et en fait c'est hyper addictif, c'est toxique, c'est un réseau social caché, etc. Donc nous, c'est aussi notre rôle. On a une catégorie média dans l'application que les parents peuvent consulter où justement on informe sur quelle est la différence entre Minecraft et Roblox, est-ce que Roblox, quels sont les dangers, etc. Donc on essaye d'éduquer nos utilisateurs, pas seulement les enfants. Oui, puisque j'allais vous demander quelle serait, selon vous, la grande priorité, la grande mesure à mettre en place pour repenser justement la place des écrans dans la vie des enfants d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Pour vous, c'est la sensibilisation, c'est presque l'éducation au numérique, de ce que je comprends? Oui, je pense que des acteurs comme nous peuvent jouer un rôle, l'école peut jouer un rôle. On peut imaginer des cours justement d'éducation au numérique. On a des cours d'éducation, je me rappelle de mes cours d'éducation civique qui n'étaient pas forcément inintéressants, mais en tout cas je pense qu'ils doivent être à jour, mis à jour de toutes ces technologies. Il faut comprendre comment fonctionnent les algorithmes des réseaux sociaux, etc. En fait, il faut comprendre les nudges, donc tous les biais cognitifs qu'utilisent les développeurs, les éditeurs de jeux, les éditeurs de réseaux sociaux.
pour pouvoir résister, entre guillemets. Et ça commence dès la plus tendre enfance, en fait, dès qu'on est confronté à des contenus numériques. Ouais. Il faut comprendre comment ils fonctionnent. J'ai eu l'occasion de faire quelques formations à des groupes d'enfants et voilà, des ateliers. Et c'est vrai que dès qu'ils comprennent en fait à quel point en fait les éditeurs jouent avec leur cerveau, tout de suite on sent qu'ils veulent reprendre le contrôle quand même. Ils n'ont pas envie d'être des esclaves en fait de leurs écrans. Ils sont assez conscients en fait, plus qu'on le croit quoi. C'est peut-être ce qui explique notre succès, c'est que eux-mêmes en fait ils souhaitent avoir des périodes de déconnexion, ils souhaitent comprendre comment fonctionnent les algorithmes, ils souhaitent avoir du contrôle en fait, et c'est normal, c'est humain quoi. C'est plutôt rassurant, a priori. C'est assez rassurant. Aujourd'hui, vous avez à peu près 10 000 utilisateurs actifs, je crois. Vous visez 1 million de familles d'ici la fin de l'année. Comment vous allez y parvenir? Alors, on ne le fera pas tout seul, on le fera probablement avec des partenaires. Donc, un partenaire de choix, ce sont les opérateurs mobiles. C'est ceux qui, entre guillemets, mettent dans les mains les premiers téléphones, les premières tablettes. Ils ont un rôle à jouer et je crois qu'ils souhaitent jouer un rôle là-dessus. Et donc, on a des discussions assez avancées avec certains opérateurs mobiles pour embarquer notre solution dans des abonnements famille, dans des offres famille, et pour pouvoir toucher des centaines de milliers de familles en France et aussi aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, qu'on donne peut-être des informations à celles et ceux qui seraient intéressés, Mister Arthur, ça coûte combien? Ça coûte 5 € par mois, facturé annuellement. Mais on a aussi un abonnement sans engagement au mois qui coûte 10 € par mois. Il faudrait peut-être même penser à une offre pour les écoles, on imagine, pour créer des contenus éducatifs pour les écoles. C'est peut-être dans vos développements. C'est aussi une manière aussi de faire connaître notre solution. Après, c'est très compliqué de discuter avec les écoles, l'éducation nationale, c'est assez peu centralisé. Donc, c'est des échanges qui prennent beaucoup de temps. C'est sûr. Mais on espère bien avoir des partenariats avec l'éducation nationale. C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Le message, je crois, est lancé. Merci beaucoup, Grégoire Thomas, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. En tout cas, je rappelle que vous êtes donc le fondateur et CEO de cette application et de cette plateforme Mister Arthur. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Comme tous les jours, nous on se donne rendez-vous dès demain à 12h30, toujours sur School TV et dans l'École du Futur. Et d'ici là, passez une très bonne journée. Ciao.